bienvenue à la première édition du Murex Festival. Avant toute chose, merci. Merci au Murex, aux organisateurs, à TVT, aux partenaires, à la ville de Toulon de nous accueillir. Merci au Théâtre Liberté et à la si bien nommée salle Albert Camus. Et merci à vous d'être venus écouter notre histoire, d'être venus partager notre univers un peu spécial. C'est un univers hybride entre le monde de l'art et le domaine aérospatial. L'art et le ciel ont toujours été intimement liés. L'artiste cherche à dépasser le tangible et à se projeter dans une autre réalité. Je crois que toutes les civilisations nous ayant précédées ont cherché une manière de se représenter l'espace et de s'y projeter. Vous voyez par exemple ici un détail bien connu de la chapelle Sixtine de Michel-Ange, la fresque de Vénus à Horus du monde antique égyptien, l'intérieur de la cathédrale de Chartres ou un temple merveilleux d'encore. Van Gogh, la Piedra del Sol del mundo precolombiano, Vermeer, l'astronome, Kubrick et aujourd'hui l'appel de Yusaku Maezawa de Dear Moon. En fait, peu importe l'espace-temps, l'énergie avec laquelle l'homme cherche à s'attacher au ciel divin, à le représenter, l'énergie avec laquelle l'artisan, l'ouvrier, l'architecte construisent une cathédrale ou un temple maya, par exemple, la passion avec laquelle l'artiste cherche un langage dépassant le tangible illustre bien la quête et non la conquête spatiale. Parce que nous, dans le domaine de la science et de l'art, on préfère parler de quête. En fait, je crois que sur fond de glorification du divin, du ciel et d'angoisse de la mort, peut-être que l'ailleurs a toujours été la question fondamentale de l'art. Mais quel est cet ailleurs, sinon la perception que l'on en a et l'empreinte qu'il laisse sur notre réalité d'être humain. Alors nous travaillons la création artistique, scientifique et technologique en milieu spatial. Et puis cette recherche emmène de nombreux questionnements, comme que créerons-nous lorsque nous aurons quitté la Terre ? Comment nous situer en tant qu'être humain dans cette course à l'ailleurs et dans cette concrétisation de l'ailleurs ? Et puis aussi comment prendre conscience et faire prendre conscience de la beauté, la fragilité et la rareté de notre planète Terre. Alors, laissez-moi me présenter rapidement. Je m'appelle Jeanne, j'ai un parcours hybride entre la danse, le théâtre, le cinéma, la philosophie, l'histoire de l'art, la science et le domaine spatial. Alors, ça paraît un petit peu antinomique, un peu trop vaste, surtout pour un régime français. Mais en fait, ce sont autant de petites vis, autant de petits écrous qui m'ont permis de faire décoller ma fusée et la fusée que je voulais faire décoller. Je crois que c'est très important. Aujourd'hui, on travaille, Paul et moi, notamment avec Thomas Pesquet, qui dit beaucoup que le premier obstacle à la réussite, c'est le manque de confiance en soi et peut-être aussi les avis un peu divergents, un peu difficiles que l'on peut entendre sur notre parcours. Donc moi, j'ai décidé de faire ça et aujourd'hui, mon quotidien est plutôt celui d'une chef d'entreprise, mais il a toujours été dicté, toujours été accompagné par la danse. La danse, pour moi, est la meilleure façon de m'exprimer. Elle est plus simple que les mots. Elle permet de raviver mon instinct animal, de me dépasser en tant que corps humain, et puis également d'avoir une réelle connexion avec l'environnement qui m'entoure, l'environnement dans lequel elle prend part. Je danse énormément en milieu naturel, en milieu extrême. Et puis également, elle permet une connexion à l'univers duquel je fais partie. Pour citer un peu la pensée de Nietzsche, notamment dans Ainsi parlait Zarathustra, je crois que la danse est l'un des problèmes philosophiques fondamentaux, et peut-être même, si je ne m'abuse, l'un des problèmes métaphysiques fondamentaux. Pour illustrer ceci, j'aimerais vous citer quelques mots d'un philosophe que j'aime beaucoup, de Xénophon. Ces quelques mots m'ont beaucoup accompagnée et m'ont également permis de défendre mon travail. La danse n'est pas de ces sujets faciles. Elle touche aux régions les plus élevées de toute science. Rythmique, géométrie, philosophie surtout, physique et morale,
puisqu'elle traduit les caractères et les passions. Elle est encore moins étrangère à la peinture et à la plastique. Les actes de l'homme intéressent parfois le corps, parfois l'esprit. Tandis que la danse occupe l'un, n'est l'autre. Elle affine l'esprit, exerce les membres, instruit et charme les yeux, l'oreille et l'âme. Le voyage que nous allons vous proposer aujourd'hui est un voyage en 4 dimensions. Un voyage dans le corps, un voyage dans l'infiniment petit, notamment dans la recherche cérébrale, un voyage dans l'espace et un voyage dans le temps, dans un futur proche, très proche, où nous serons amenés à reconsidérer notre espèce, et c'est possible. Mais pour entreprendre ce voyage, je vais laisser la parole à mon coéquipier, mon associé, mon alter ego Paul Marlier, sans qui cette exploration n'aurait jamais été possible. Donc moi je suis Paul, je suis architecte, designer et artiste nouveau média. Je travaille essentiellement pour l'aérospatial et le luxe. Je suis aussi scénographe pour différentes marques de luxe. Mais aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement du design génératif et de l'architecture paramétrique, qui sont en fait des méthodes d'exploration des possibilités de conception. Le process génératif combiné à la puissance de calcul d'aujourd'hui permet d'explorer un grand nombre d'itérations ou de permutations d'une même solution. Ça permet donc aux designers de générer de nouvelles options au-delà de ce qu'un homme seul pourrait créer. En fait, l'artiste, le designer ou l'architecte crée plus vraiment l'œuvre, l'objet ou l'édifice, mais plutôt les conditions de l'émergence de l'œuvre et donc de son existence. Et en fait, je vous parle de ça parce que ce sont ces processus itératifs qui me permettent aujourd'hui de développer une des parties de mon travail liée à l'exploration spatiale et cérébrale. En fait, notre travail consiste à faire un pont entre la création humaine, artistique, philosophique et la quête spatiale. Nous travaillons en territoire extrême donc depuis plusieurs années. Nous évoluons ensemble en milieu sous-marin, en haute montagne, en zone désertique et maintenant en apesanteur depuis quelques années. Jeanne en fait performe dans ces mondes atypiques et elle est l'instrument de mesure vivant qui vient pratiquer et défier ces territoires. Moi je les pratique aussi, mais pour les capturer, les capter, les scanner, les détourner, etc. Et j'utilise en fait diverses technologies que je développe directement avec avec nos laboratoires partenaires afin de récolter les données du vivant et en l'occurrence celles de Jeanne ou d'éventuels organismes présents et l'environnement dans lequel Jeanne performe. Notre univers ou notre cerveau renferme toujours les plus grands mystères. Leur compréhension est un voyage, une exploration, une odyssée dans laquelle de nombreux scientifiques, médecins, ingénieurs et astronautes se sont lancés. Et nous, en tant qu'artistes, ce qui nous intéresse, c'est l'exploration des émotions. On s'est donc penché en fait sur un choc cognitif particulier que vivent entre autres les astronautes lors de leur première vision de la Terre depuis l'espace, qu'on appelle overview effect. Je dis entre autres parce que d'autres humains ont aussi été sujets à cette overview, mais dans des contextes autres que l'espace, tels que des expériences de mort imminente, de méditation profonde, de prière ou de danse transcendantale. Alors là, du coup, vous avez pu voir des images de danse en milieu extrême. On travaille ensuite à la reconstruction du mouvement et de l'environnement en 3D avec Paul. On travaille énormément avec de biodata, et mes biodata en l'occurrence. Paul travaille donc l'architecture, le design paramétrique. Et puis on travaille surtout aujourd'hui en apesanteur, à bord de l'Airbus A310 0G de Novespace. Cet Airbus A310, c'est un avion qui effectue des vols paraboliques, c'est-à-dire des manœuvres de vol particulières. Ce sont des vols, voilà, comme vous pouvez le voir ici, qui, grâce à cette manœuvre parabolique, donc grâce à cette chute de l'avion, finalement,
on ressent 22 secondes d'apesanteur. C'est la même apesanteur que celle que ressentent les astronautes dans l'espace, exactement la même. En fait, c'est Einstein, c'est-à-dire qu'on chute dans un référentiel qui chute, donc on n'est plus soumis à notre propre poids. On découvre ce que c'est d'évoluer dans un environnement où nous-mêmes ne pesons plus rien. C'est très différent du milieu sous-marin, très différent de la soufflerie, par exemple. On me demande souvent, mais si tu allais danser dans une soufflerie, est-ce que ce serait similaire? Pas du tout, puisqu'il y a la force de l'air qui va pousser le corps et le porter. Ici, non. On se porte soi-même, on essaie. Voilà, donc on travaille dans cet avion. On travaille notamment avec l'Agence spatiale européenne, avec l'Agence spatiale française, avec les astronautes Thomas Pesquet et Jean-François Clairvoy, qui sont parrains de nos travaux artistiques et parrains de notre entreprise Art in Space. Art in Space, c'est une entreprise que nous avons montée et qui est destinée à nos projets d'architecture, d'ingénierie, de design, de communication et de robotique. Mais aujourd'hui, au Murex, nous sommes venus vous parler d'art, uniquement de nos projets artistiques. Pourquoi ? Pourquoi lier le domaine spatial à l'art ? Aujourd'hui, les agences spatiales en sont formelles. Je crois que c'est une des conditions nécessaires à un prochain départ et à la survie de notre espèce. L'art permet l'imaginaire, l'anticipation et puis également la gestion des émotions. Donc nous sommes appelés aujourd'hui à travailler notamment avec l'ESA sur des projets spatiaux. Et puis, comme l'évoque Story Musgrave, c'est un astronaute que j'admire énormément, qui est un monsieur qui a fait 6 voyages dans l'espace et qui a 6 diplômes universitaires. Il dit que l'astronaute et l'artiste sont la même personne, une personne qui veut que quelque chose se passe et qui provoque ce quelque chose. Autrement dit, ce sont des explorateurs. Pour parler d'exploration et d'art, en fait, se représenter ou se figurer le monde qui nous entoure, c'est un comportement définitivement humain. Les premières traces de pochoir d'une main ayant été trouvées il y a 40 000 années. À mesure que nous étendons nos territoires, les techniques de représentation évoluent aussi. Et l'évolution de ces techniques aide donc l'homme à mieux appréhender son environnement et à mieux se connaître lui-même. L'exploration est un instinct primaire, une capacité en fait à s'élever. Le fait qu'on tienne tous sur nos 2 jambes en est une bonne preuve. La capacité à s'élever, c'est appréhender le monde. Étendre sa connaissance, c'est un phénomène lié à la survie, donc. Et plus on connaît notre environnement, plus on a conscience du danger, plus on se sécurise. La survie de l'espèce, comme disait Jeanne, la survie de l'espèce humaine donc, va dépendre de notre capacité à habiter un nouvel astre. Mais pour accéder à ce nouvel astre, on va devoir préserver les ressources de notre vaisseau Terre et accélérer l'accès et la diffusion de la connaissance aux membres d'équipage de ce vaisseau, donc à tous les humains. Car en fait, c'est en accédant à une connaissance augmentée et globale qu'on sauvera l'espèce, simplement. Donc, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, ce qu'on voulait dire, c'est que l'art aide l'exploration. Et l'exploration aide l'art, c'est un cercle en fait. Enfin, là, par rapport aux cartes que Paul montrait, il y avait la Carta Marina, c'est une carte vénitienne du XVIe, Tabula Rogeriana, celle-ci, par Mohamed al-Idrissi, 1154. C'est une des premières représentations du monde connues. L'artiste aide à ce moment-là, le philosophe, l'artiste aide à représenter le monde. Ensuite, vous avez par exemple là une vue de Titan, une vue 3D, un 3D artiste de la NASA. On fait appel au 3D artiste pour se figurer ce que nos satellites ne peuvent pas encore prendre réellement en photo. Et puis après, par exemple, une œuvre architecturale de Rougerie. Là, Jacques Rougerie, on est vraiment dans l'anticipation, la réflexion, qu'est-ce qu'on peut imaginer par l'art pour une vie future, une architecture future. Pour revenir à ce que disait Paul par rapport à l'astre, vous aviez ici 3 photographies que moi j'aime beaucoup et qui montrent un peu une évolution aussi pour l'être humain, celui qui reste sur Terre. Vous avez là le lever de Terre par William Anders, 1968, pendant Apollo 8, la première photographie. Ensuite, Blue Marble, 1972, Apollo 17. Et puis, une des photographies de Thomas lors de Proxima 1. Ça montre aussi un intérêt grandissant de l'humanité pour l'espace et pour le fait de réussir à se figurer sa planète Terre. Parce que finalement, on n'a pas beaucoup accès à ce genre d'images
Aujourd'hui, il y a Blue Turn qui fait un travail merveilleux, mais il faut peut-être pouvoir s'extirper du monde pour se rendre compte de sa beauté. Et aujourd'hui, c'est l'un de nos objets d'étude principaux, l'Overview Effect, qui est un choc cognitif ressenti par tous les astronautes qui partent dans la outer space. Je vais emprunter les mots de Jean-François Clairvoy, notre parrain astronaute, qui a fait 3 missions spatiales, STS-63, STS-84, STS-106, et qui a notamment réparé Hubble, qui est l'un des plus grands artistes de notre univers. Donc voilà, le choc cognitif de l'Overview Effect se fait en 4 temps. D'abord, un choc visuel. Ce que je vois est totalement nouveau. Je n'ai jamais vu cela. Autant de contenu sur un même plan est impossible depuis la Terre. 2500 km en une image. Aussi bien la mer, la montagne, les nuages que les lumières de l'homme. Ce que je vois est nouveau, ce que je vois me surprend. Deuxième choc, émotionnel. Ce que je vois est beau. Ce que je vois me procure une émotion, de la beauté. La beauté, me procure une émotion, peut-être de la fascination, peut-être de l'admiration, peut-être de la crainte. En tout cas, je crois de l'amour. L'émotion se transforme alors en sentiment. Troisième choc, intellectuel. Comment préserver mon astre? Je suis moi-même dans un vaisseau, la Terre en est un. Je suis moi-même membre d'équipage, je suis aussi membre d'équipage sur la Terre. En fait, on est actif, nous ne sommes pas des passagers passifs de la planète Terre, et donc on est tous actifs de ce vaisseau-ci. Comment on va pouvoir mettre en œuvre des fonctionnements pour pouvoir le préserver? Et ensuite, le quatrième choc, choc spirituel. Je crois sincèrement que la spiritualité doit rester dans le domaine de l'intime, donc je ne ferai aucune supposition là-dessus. Mais en tout cas, tous les astronautes qui partent reviennent avec une grande conscience métaphysique. Chacun la leur, évidemment. Alors nous n'avons pas eu la chance, pour le moment, de partir dans l'espace, mais nous avons senti deux facteurs très importants de l'Overview Effect. L'Oversensing Effect, créé par l'action de la microgravité sur le corps. Depuis mon premier vol, alors soyez indulgents, c'est mon premier vol, donc j'en bave. C'est très étrange. La première fois, tout est nouveau, tout est à réapprendre. Et là, se crée quelque chose. Cette gravité-ci, on ne l'a absolument jamais sentie. On remet donc en question notre carrière, notre technique de danseuse, notre condition d'humain et notre place dans l'univers. Parce qu'en fait, sur cette Terre-là, en ce moment, on est subi à la 1G, la gravité terrestre. C'est-à-dire qu'elle pèse quand même, on y est habitué, mais elle peut aussi nous restreindre, voire nous rassurer. Seulement, cette gravité-là, c'est la gravité de la planète Terre, qui est l'une des planètes du système solaire, l'un des systèmes de notre galaxie, l'une des galaxies de l'univers. Autant vous dire que ce qu'on pensait comme être une vérité n'était alors plus universel. Et il fallait tout réapprendre. Et en fait, je crois que l'espace, c'est ça. C'est réapprendre. Et réapprendre ensemble. Moi, lorsque j'ai dansé cette première fois, et ensuite tous les nombreux vols que l'on a fait ensemble et qu'on continue de faire, on apprend à chaque fois et on apprend donc à quantifier autrement l'espace et le mouvement. Donc Paul et moi avons décidé de... Paul et moi donc avons décidé de prendre le tracé du mouvement et de récolter une empreinte, une anthropométrie numérique de la danse. La danse sans poids a donc donné des chorégraphies visuelles proches d'un mandala numérique qui devenait un langage. Ce mandala nous a permis d'y indexer du son, mais aussi du volume en 3 dimensions. Aujourd'hui, les traces collectées par les biodata, c'est-à-dire la motion capture, taux d'oxygène dans le sang, battement de cœur, oxymètre, etc., nous permet de faire du design, un design anthropocène, empirique, né de la libération du corps. Et on travaille donc aujourd'hui pour des projets d'architecture et de design avec les agences spatiales européennes. On a d'ailleurs un de nos projets qui part dans l'ISS l'année prochaine avec Thomas lors de Proxima 2, et peut-être qu'on reviendra l'année prochaine pour vous en parler. Donc en fait, cette étude du mouvement nous a amené de plus en plus à essayer de quantifier quelque chose qui était la base de la danse pour moi, mais aussi la base de l'expérience et qui se trouvait dans la boîte noire de cette expérience, dans le cerveau. Voilà, par rapport aux techniques de représentation dont on parlait dans l'exploration du monde, des océans et du ciel, l'évolution technologique permet également l'exploration vers l'infiniment petit. L'oversensing effect
effect dont Jeanne a parlé précédemment nous a amené à considérer ce travail en micropesanteur à la base de l'expérience dans un domaine on ne peut plus intime, l'émotion. L'émotion ressentie par Jean-François Clairvoy à ses voyages spatiaux, l'émotion des nouveaux astronautes avec lesquels on travaille et qui partiront ou repartiront bientôt, et l'émotion de Jeanne lors de cette danse astrale. Jeanne parle d'un décrochage important dans la moelle épinière qui se passe entre les phases de 2G et 0G. Moi, je me suis basé donc sur cet instant T afin d'en capter l'origine et les conséquences directes sur le cerveau. Accompagné par les médecins et physiciens, on se base sur les textes aussi des psychiatres de la NASA précédemment cités. Il s'avère que des nouvelles connexions cérébrales entrent en jeu lors de l'expérience de la microgravité. Ces nouvelles connexions s'expliquent par le caractère de l'expérience inédite et dans notre cas d'étude par la transe ajoutée à l'expérience de Jeanne. Divers médecins émettent l'hypothèse que les humains ayant vu la Terre d'en haut seraient en quelque sorte augmentés cérébralement. Ils en reviendraient plus sages et plus altruistes. Alors que faire en tant qu'artiste face à ces études scientifiques et techno que nous menons? Que faire sinon offrir aux hommes un instant d'overview généré lui-même par le cerveau de notre petit corps cobaye? On a donc créé un système de particules autonomes dont la dynamique de fluide est générée par l'activité bioélectrique du cerveau étudié. La collision des particules, la pression interne et externe, la viscosité, enfin bref, plusieurs paramètres de la dynamique sont des paramètres du système qui sont indexés sur le champ émotionnel de l'astronaute et la danseuse. Et les tableaux et les sculptures qui en découlent représentent ce moment presque sacré offert par la transe, la pesanteur, l'overview, l'oversensing. C'est une sorte d'invitation au voyage, un message codé ou une empreinte sublimée. En fait, les spectateurs sont invités dans une salle entière, immergés. Donc là, vous l'avez vu précédemment en fixe. Et puis, on l'a aussi de manière mouvante et en sculpture. Et en fait, les spectateurs sont immergés devant de très, très grands formats. Ils peuvent faire jusqu'à 10 mètres sur 10. Et ils vivent en différé le cœur de cette émotion transcendantale. C'est-à-dire qu'en fait, on a voulu réintégrer l'overview sur la Terre de manière intime, de manière sensible, afin que chacun puisse s'y plonger. Aujourd'hui, on développe aussi un Brain Control Interface qui va permettre aux spectateurs de vivre en temps réel ces émotions sur la toile et de les mêler aux émotions des astronautes, afin de pouvoir finalement amener cette overview sur la Terre, parce que pour l'instant, on aimerait beaucoup le faire, mais c'est impossible de tous vous emmener en apesanteur. Mais on y travaille. Voilà. Ensuite, la dernière œuvre dont nous allons vous parler rapidement, c'est l'œuvre cinématographique sur laquelle nous travaillons en ce moment. Le tournage est prévu pour 2020 et on a envie de dévoiler cet ailleurs, cette invitation au voyage de la danse sans poids. On va donc aller filmer dans l'avion avec des équipes fantastiques. D'ailleurs, on est encore en recherche de financement, donc si un grand mécène est parmi vous, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais, ou il pourra quand même parler après aussi. Voilà. On passe là, on a fini le temps imparti. Oui, on va passer aux extraits vidéo du coup. D'accord. Alors juste pour conclure, j'aimerais juste citer Alain et lui donner la contraire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans 2001, l'Odyssée de l'espace, il dit le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Ben justement, le silence éternel de ces espaces infinis ne nous effraie plus et il ne doit vraiment pas nous effrayer. Il doit nous porter, nous rendre meilleurs, nous rendre plus forts et faire en sorte qu'ensemble, nous arrivons à dessiner pour l'humanité un futur juste et intelligent, un futur où les technologies de pointe, la création humaine et les milieux naturels soient les trois composantes nécessaires d'un même vaisseau. Maintenant, nous allons vous laisser sur quelques images en vol. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Merci beaucoup Paul, merci beaucoup Jeanne. Merci.